Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 53 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui on va repartir sur du voyage. Donc les deux interviews précédentes ont été plus sur l'expatriation avec Nicolas en Chine ou Maria à Rodrigue, sur l'île Rodrigue au milieu de l'océan Indien. Et là on va repartir plus sur du voyage avec Gauthier. Donc vous allez encore me demander, mais Mickaël, comment tu as trouvé un personnage comme ça ? Je vais tout vous expliquer tout de suite. Donc en gros, Gauthier il fait un tour du monde à vélo qui va avoir une durée de plus ou moins de 3 à 5 ans, c'est ce qu'il m'a dit. Et en fait dans cette interview il va vous expliquer pourquoi il a décidé de se lancer dans ce tel projet et comment il a réussi vraiment à franchir le pas et commencer ce tour du monde un peu fou. Et en fait dans cette interview on va se focaliser sur son parcours en Afrique. Parce que en gros il est parti il y a 1 an et demi de France, il a parcouru l'Europe. Et après il est arrivé en Égypte. Et à partir de l'Égypte, en fait, il a traversé toute l'Afrique du nord au sud pour arriver actuellement où il est, au Cap, donc en Afrique du Sud. Et donc en gros, on va vous parler de tout ce voyage en Afrique avec Gauthier. Donc il va nous parler des pays qu'il a traversés, comment ça se passait, on va dire, de faire du vélo tous les jours dans ce type de pays-là, où est-ce qu'il dormait, comment il mangeait, comment il faisait pour traverser les frontières. Entre ces pays, c'est pas forcément simple tout le temps. Quels étaient ses pays préférés, les pays qu'il a pas aimés, quel était son budget, qui est super bas, vous allez voir. Moi j'ai halluciné quand il m'a dit combien il dépensait par mois durant son tour du monde. Et vous pourrez aussi, si vous écoutez attentivement l'interview jusqu'à la fin, découvrir comment il a fait pour se retrouver à dormir en prison plusieurs fois, en Égypte je crois, ou comment il s'est retrouvé au milieu du lac Malawi, qui est un lac énorme, sur une pirogue minuscule avec son vélo sur lui, et un petit peu coincé on va dire au milieu de ce lac là. Vous allez voir, c'est une histoire assez rocambolesque. Donc voilà, je crois que j'ai assez parlé pour cette introduction. Je vous laisse maintenant du coup pour cette interview géniale, un peu longue vous allez voir, mais Gauthier est un personnage passionnant, donc tout devrait bien se passer. On se retrouve à la fin de l'interview, c'est parti. Allô Gauthier ? Oui. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va, impeccable. Où est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu te trouves en Afrique là actuellement ? Tout en bas, je suis au Cap en Afrique du Sud. D'accord. et le truc de ouf, c'est que t'es arrivé en Afrique par l'Égypte, hein, c'est ça ? Par l'Égypte, ouais, je suis arrivé par Israël-Palestine, et le Sinaï. D'accord. Et donc t'es passé de l'Égypte en Afrique du Sud et t'as fait tout ça en vélo, c'est ça ? Tout ça à vélo, ouais, tout par l'Afrique de l'Est, ouais. Ok, et en 1 an, plus ou moins, hein, ce que tu m'as dit. Ouais, en moins d'1 an, c'était il y a 1 an, mais j'ai dû le faire en 6 mois, peut-être la traversée. D'accord. Voilà, pour tous les gens qui découvrent du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire un peu voilà d'où tu viens, quel âge tu as, etc. Et surtout présenter un petit peu ce projet que t'as, qui est un petit peu fou, on va l'avouer, de ce tour de monde à vélo. J'ai 22 ans, je suis parti il y a maintenant 1 an et demi, juste après mes 21 ans. Je suis parti de Bretagne, de Rennes. Je suis parti pour un tour du monde à vélo, d'une durée de 3 à 5 ans. En fait, je sais pas vraiment parce que le vélo, on sait jamais vraiment et précisément où on sera, le jour prochain ou les semaines prochaines. Ouais. Et j'ai traversé toute l'Europe du Sud jusqu'en Turquie et après en fait je voulais trouver un moyen pour rentrer en Afrique sans avion. Ouais. Et maintenant par la terre c'est plus vraiment possible, par la Syrie et par l'Irak c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Du coup j'ai essayé de trouver un bateau pour passer en Afrique. La seule solution c'est que j'ai trouvé un voilier pour aller de Chypre à Israël. Et Israël-Palestine est rentré en Afrique par là. D'accord. Et puis après, là, mon tour du monde, j'ai traversé l'Afrique. Et puis là, maintenant, la prochaine étape, c'est d'ici quelques semaines, je vais normalement traverser en voilier l'océan Atlantique. Je fais du bateau stop. J'ai trouvé un capitaine qui peut m'amener jusqu'en Amérique du Sud en voilier. Et après, l'idée, c'est de descendre jusqu'à Ushuaia et de faire la remontée à vélo jusqu'en Alaska. Ça va me prendre un bon bout de temps de faire ça. Et, tout à vélo parce que je vais vraiment tout faire à vélo. Pas prendre de bus, pas prendre de train.
C'est vraiment tout faire à vélo. Et après, essayer de trouver un moyen pour encore un bateau pour aller en Asie ou en Océanie. Et puis de là, rentrer tranquillement en Europe. Tranquillement entre guillemets. Je sais pas vraiment quand est-ce que je rentrerai. Je sais pas si j'irai vraiment en Océanie ou que l'Asie. Je verrai. D'accord. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que j'ai des amis qui sont partis de la Californie jusqu'en Patagonie. Donc, ça se trouve, tu vas les croiser sur le chemin. Ah, peut-être, ouais. Je vous mettrai en contact. Juste, je voulais te demander, quelle était la réaction des gens quand tu leur as dit justement que tu comptais faire un tour du monde en vélo pendant 3 à 5 ans? Quelles ont un petit peu été les réactions de tes amis, ta famille? J'y ai pensé peut-être quand j'avais aux alentours de 18 ans. Je Ouais, faisais beaucoup de vélo et je voulais vraiment voyager. Et après, j'ai commencé à dire ça à mes amis, à ma famille et aux proches. Euh, En général, les gens me disaient, oh, bah, oh, ça c'est un rêve quand t'as 18 ans, mais ça tu feras ça jamais. Ou d'autres qui me disaient, ah, ça c'était mon rêve quand j'avais ton âge aussi, mais bon, j'ai jamais fait. ouais. Et pour moi, j'ai fait quoi? Ouais, j'ai vraiment pas envie comme eux d'avoir de regrets. Et du coup, dans 30, 40 ans, j'ai pas envie de regretter, d'avoir de regrets. Donc c'est pour ça que que j'ai vraiment eu envie de partir. Et puis en général, c'était plutôt, ouais, les gens étaient, bon, prenaient ça un peu à la légère et petit à petit. Et après, ils ont remarqué vraiment que je voulais partir Ouais. et ouais, mes proches, je pense que ouais, au début, ils avaient quand même un peu peur, Mhm. ce qui est normal pour tout ce qui est, ben, pour tous les parents, c'est normal. Mais bon, après, ce que j'essaye, c'est, ouais, ils respectent ma façon de voyager. Du coup, j'essaie de les respecter aussi et de donner des nouvelles le plus possible. Ouais. Important pour moi. Donc ça se passe bien. D'accord. Et, Et euh, puis, et tu faisais quoi avant de partir? Tu étudiais, tu travaillais ou? ouais, alors j'ai fait un BTS en alternance dans le management du sport. J'ai Ok. travaillé pendant 2 ans. Je travaillais dans différentes structures, magasins de vélo en général. Et puis après, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé 8 mois en tant que mécanicien dans un magasin de vélo de voyage et de vélo de ville. Ok. Et donc ça m'a aussi apporté plein de compétences pour parer à toute éventualité sur la route. Ouais, parce que je suppose que t'as eu quelques crevaisons et quelques problèmes mécaniques, non? Ah, j'en ai eu quelques-unes, ouais. Ok. Ah ouais, donc Ouais, du coup, à la base, t'es quand même un passionné de vélo alors. ouais, j'ai toujours, depuis quelques années, ouais, j'ai toujours été passionné de vélo. J'ai fait beaucoup de vélo, jamais de compétition, mais vraiment, j'ai toujours aimé la mécanique vélo. Et puis, j'ai commencé peut-être mon premier petit voyage à vélo, mon premier voyage, c'était peut-être à 16 ans. C'était juste sur un week-end, mais petit à petit, c'est vraiment devenu une passion. D'accord. Ok. Et bon, je pense que bon, faire du vélo en Europe, bon, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a des routes, c'est plutôt bien balisé, j'imagine. Mais quand tu arrives en Afrique, quelles étaient un petit peu tes attentes ou comment tu pensais que ça allait se passer quand tu dis oh putain je vais faire du vélo en Afrique, tu pensais à quoi avant de partir? Comme tout le monde, on pense que l'Afrique c'est un continent encore un peu reculé ou voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, depuis cette année, on peut traverser du Caire jusqu'au Cap sur une route goudronnée. On peut faire la D'accord. traversée de l'Afrique sur une route goudronnée. Il y a une route goudronnée. Bon, après, c'est pas ce qui est le plus intéressant, parce que c'est toujours des lignes droites et c'est pas vraiment très marrant. Mais après, moi, je préfère les pistes. Donc, j'aime bien les sortir des sentiers battus et d'aller dans les pistes. Mais j'étais très étonné aussi de voir comment était l'Afrique, parce que l'image vraiment ouais, qu'on a en Europe est vraiment bien différente, alors que euh, les personnes ils sont à la mode, on va dire occidentale. Ils ont tous, ce sont pas que des tribus qui vivent là-bas. Il y a Ouais. beaucoup c'est Les tous gens, quand les même gens ont développés. les gens ont des téléphones, ont des vêtements normaux, etc. quoi. Ah ouais, il y a par exemple, il y a des fois même des endroits en Éthiopie, un pays qui est très très pauvre. Il y avait des villages où ils avaient ni eau ni électricité, mais ils avaient la 3G. J'ai vu des choses comme ça. C'était où? C'était en Indonésie aussi. Tu t'allais dans les petits villages
et les gens avaient Internet, mais effectivement, l'eau était problématique, quoi. Non, mais là, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'ils ont même pas, des fois, l'électricité. Donc, Ouais, comment utiliser un appareil électronique pour avoir la 3G si on n'a pas d'électricité? ouais. Donc, Et tu peux nous décrire, du coup, ton chemin parcouru en Afrique? Donc, t'es arrivé dans le Sinaï en Égypte, et t'es arrivé au Cap. Est-ce que tu peux nous faire un petit dessin, enfin, un dessin, nous définir un petit peu ton parcours du Sinaï, je suis allé vers le Caire, et après, je suis descendu jusqu'au Soudan. Soudan qui fait un pays qui fait peur à tout le monde. Alors, au contraire, c'est un pays, le Soudan du Nord, je parle pas le Soudan du Sud, qui est safe. Les Mhm. gens sont adorables en plus. Donc après, je vais au Soudan, Éthiopie, Kenya, Tanzanie. Et après, je suis décidé d'aller vers l'ouest. Donc je suis allé vers le Malawi, la Zambie, la Namibie et l'Afrique du Sud. D'accord, donc t'es pas passé par le Mozambique, du coup. T'as fait... Non, en fait, je pensais aller au Mozambique, mais en fait, après, j'ai rencontré quelqu'un sur la route qui m'a dit que la Namibie c'était magnifique. Ouais. Puis j'ai regardé sur internet un peu des photos et puis je me suis dit oh yeah, ça a l'air sympa. Et comme quoi c'était mon pays préféré au niveau des paysages, Ouais. c'est magnifique. Ah, tu m'as montré les photos là juste avant. J'ai juste eu envie d'acheter un vol et d'aller là-bas. Et comme je te disais, je commençais à regarder déjà les prix pour louer un 4x4 et des trucs comme ça. Donc c'est vrai que Non, ça a moi l'air je assez conseille ouf. vraiment tout le monde. C'est magnifique, c'est très désertique, mais c'est ça qui est bien aussi. Et les paysages sont vraiment magnifiques. Et ça Ouais. faisait du bien aussi un peu. C'est le seul pays où je me suis retrouvé un peu au calme, on va dire, en Afrique. Où il y avait vraiment personne autour de moi, parce qu'en Afrique, il y a toujours beaucoup de monde autour de soi. Et du coup, la Namibie, ça faisait du bien. Ouais. Ouais. Et t'as fait ça en combien de temps le trajet en tout? Alors, de Bretagne jusqu'au Cap, ça m'a pris comme 13 mois, en faisant des pauses, hein, beaucoup de pauses. Des fois D'accord. plus d'un mois dans certains endroits. Et puis de l'Afrique, j'ai dû prendre comme 6 mois. D'accord. Donc Dans 6 mois. de l'Égypte au Cap. De l'Égypte au Cap, comme 6 mois, mais avec des pauses aussi, Ouais. dedans, hein. D'accord. Ok. Ouais. Et tu faisais, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais par jour tu faisais combien de kilomètres à vélo, enfin en En, moyenne? en général, je suis aux alentours de 100 kilomètres. 100, 120, des fois un peu moins, 80, des fois plus ou moins, ça D'accord. dépend. Mais on va dire en général 100 kilomètres, ouais. D'accord. C'est beaucoup, pas beaucoup. J'arrive pas à réaliser en fait. Tu fais 100 kilomètres Alors, en combien de temps? Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? donc 100 kilomètres, après tout dépend aussi des conditions. Si c'est du plat, s'il y a de la montée, s'il y a du vent, s'il pleut, si c'est de la route goudronnée ou non. Mais en général, je fais du 20 kilomètres à l'heure. D'accord. Ce qui est vraiment pas, c'est pas lent et c'est pas vite non plus, c'est juste une bonne, en général, les voyageurs à vélo, c'est ça, 20 kilomètres à l'heure de D'accord. moyenne. Et donc bah, ça fait 5 heures de vélo dans une journée. Après quand on voyage, 5 heures de vélo, bah, c'est pas non plus énorme sur 24 heures. Ouais. Et on va dire en général les gens quand ils voyagent à vélo, les personnes que j'ai rencontrées, c'est plus une moyenne de 80 kilomètres. Je pousse un peu plus, mais en général ouais les autres voyageurs que j'ai rencontrés, ils font 80 kilomètres à la journée. Ce qui D'accord. est pas difficile vraiment à faire. Bah, au début, de toute façon, c'est comme tout, hein. Au début, c'est difficile, mais petit à petit, son corps s'habitue et on fait ça beaucoup plus facilement. Ok. Donc tu me dis, voilà, tu fais du vélo à peu près 5 heures par jour et du coup le reste de tes journées, qu'est-ce que tu fais? Après, c'est ça, il y a 5 heures peut-être de vélo, mais entrecoupées de plein de pauses. D'accord, ok. Je sais pas, en général, je me réveille, j'essaie de me lever au lever du soleil. Le temps que je demande ma tente, je prends un peu mon temps sur le campement et après je pars. Et puis j'aime bien aussi à chaque fois faire une bonne pause déjeuner. Donc en Afrique, ce qui est bien, c'est que c'est génial la nourriture qu'on peut trouver sur la route, les petits restos avec les mamas africaines qui préparent du riz avec des haricots ou Mhm. autres spécialités africaines. Et puis sinon, de mes journées, après je pédale l'après-midi. J'essaie de faire le maximum le matin, Ouais. de faire 60-70% du trajet le matin et le reste l'après-midi.
et puis trouver un campement, soit des fois ce sont les gens qui m'invitent ou c'est moi qui demande si je peux mettre ma tente dans une école ou dans une église, dans une mosquée. D'accord. Donc après j'aime bien le soir aussi prendre mon temps, quoi, de pas arriver qu'à au coucher du soleil. J'aime bien arriver un D'accord. petit peu avant. Donc tu voyageais avec ta tante et donc tu posais ta tente un petit peu partout sur le chemin. Ouais. Alors, mais il y a des fois où je posais pas du tout ma tente, où les gens m'invitaient, ou ce qui fonctionne bien, ouais, en Afrique, c'est les missions catholiques. Il y a plein de missions catholiques, ou de mosquées, Ouais. aussi. Mais les missions catholiques, ce qui fonctionne bien, c'est que à chaque fois, ils ont des lits, et puis ils t'offrent la majorité du temps, la nourriture. Tu manges avec les prêtres. Genre, ben, c'est un peu, vraiment, c'est comme un hôtel, quoi. C'est un lit et de la nourriture, mais tout ça gratuitement. Ok, bah c'est pas mal. Euh, mais beaucoup de nuits en tente. D'accord. Et pas de problème. Je voulais te demander ça au début. Du coup, pas de problème de sécurité ou y a pas eu beaucoup de danger durant ce voyage là, enfin en Afrique. Non, mais après, moi, je pense que je discutais avec ça avec d'autres voyageurs à vélo, Ouais. et on se disait que l'Afrique du Sud, non, l'Afrique en général, l'Afrique en général, c'est moins dangereux que l'Amérique du Sud. Ouais. Au niveau des gens, tout dépend où on va, c'est sûr, mais la partie est, les endroits où c'est pas où il n'y a pas de guerre ou de rebelles, c'est pas dangereux, les gens sont pas agressifs, alors qu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup plus de vols, il y a Mhm. c'est un peu plus dangereux. Ouais. Mais mais même en règle générale, c'est même en Europe, faut juste faire, soit en Europe, en Amérique ou en Afrique, faut faire attention où on pose sa tente. Faut pas la mettre n'importe où. Et moi, j'essaye à chaque fois de la mettre à l'abri des regards. Ou voilà, ou sinon dans un endroit où s'il y a des regards, au moins je demande à quelqu'un qui est en charge un peu des lieux et puis y a pas de souci, quoi. D'accord. Donc toi t'as jamais eu de soucis là depuis le Bon, début. même non, même j'ai même pas eu de soucis. C'est juste des fois la nuit, dans les zones plus sauvages, des fois il y a des animaux sauvages qui viennent autour de la tente. Mais dans la tente, de toute façon, on est protégé, donc ils viendront jamais. C'est juste un peu Ouais. d'adrénaline. Et j'ai vu quand même qu'il y a eu parce que du coup t'as un blog, on en parlera après un petit peu. Et tu racontais, c'était en Égypte, des fois tu dormais dans des prisons, non? C'est pas ça? Ah ouais, alors ouais, l'Égypte c'était quelque chose. Tu peux nous Ouais. m'en dire un peu plus parce que c'est assez insolite quand même. Ouais, alors l'Égypte c'était quand même quelque chose un peu sportif, hein. Ouais, j'ai eu comme 17 escortes de police différentes. La police voulait à chaque fois, je voyageais avec un ami à ce moment-là, et à chaque fois il voulait nous mettre dans le pick-up et nous amener d'un checkpoint à l'autre. D'accord. Mais nous on voulait pas du tout, on veut tout faire à vélo. Et donc t'avais les escortes qui nous suivaient l'une après l'autre. Alors le soir, des fois, une escorte nous amenait jusqu'à une ville et nous amenait jusqu'à un hôtel. Et nous, on disait, bah non, non, nous on dort pas en hôtel, nous on a une tente. D'accord. Alors ils nous faisaient des gros yeux, ils disaient, non, mais vous dormez pas en tente ce soir, les gars. On dit, ok, mais vous nous payez l'hôtel. Ah bah non, 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 on n'a pas d'argent, vous pourriez payer l'hôtel. Bah nous, on dit, on n'a pas d'argent non plus pour payer l'hôtel. Et donc on dit, bah maintenant, faut que vous trouviez une solution parce que nous, sinon, on pose notre tente. Et, et au final, ça nous est arrivé 2 fois, on a dormi en cellule. D'accord. Donc on a vraiment, ouais, on dormait on va pas dire dans les prisons long terme, hein, c'est juste comme les cellules, ouais, que t'avais quand même les barreaux aux portes et tout, Ouais. mais ouais, c'était marrant. Bah, c'était pas vraiment marrant sur le coup, mais c'est marrant maintenant d'y repenser. Ouais, l'Égypte, ça avait l'air assez compliqué, non? Enfin, c'était ton premier pays du coup africain et ça Ouais, fait une sorte de choc quand même là-bas, non? ouais, c'était quand même ouais, c'était dur. Heureusement, j'étais content d'être avec un ami à ce moment-là. Ouais. Bah après l'Égypte, j'étais tout seul. Mais en tout cas, ça m'a fait une bonne entrée en matière. Après, faut dire que ça a pas été le pays le plus dur, hein. Au début, je crois que c'était vraiment le pays le plus dur, C'est mais l'Éthiopie, non, qui a été ouais, compliqué. l'Éthiopie, ouais. L'Éthiopie a été très très compliquée. Ouais. Ouais, enfin, Tu peux en parler parce que j'ai lu ton article avec parce que je voulais aller en Éthiopie en fait.
en cette fin d'année, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Effectivement, ça va être un pays très compliqué quand t'es un touriste et que tu veux justement faire du tourisme un petit peu hors des sentiers battus. Ça a pas l'air simple. Ouais, alors tout dépend. C'est vraiment, il y en a beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de backpackers Ouais, qui, donc ceux qui voyagent en sac à dos, qui me disaient que l'Éthiopie c'était leur pays préféré. Et quand moi je leur disais que c'était mon pire pays, ils comprenaient pas. ouais, Et c'est parce que quand on va dire qu'on est en backpacker, en général on voyage en voiture ou en minibus. Et voilà, alors on est quand même dans une bulle. On est mhm, dans une bulle. Alors qu'à vélo ou à pied. Ouais, j'ai aussi entendu parler d'un gars qui a voyagé à pied. On est toujours en contact avec la population, avec l'extérieur. Donc, on ouais, n'est vraiment pas dans une bulle, on est toujours en contact. Ce qui est génial à vélo, c'est ça, c'est de toujours être en contact avec la population et tout. Mais des fois, dans un pays comme l'Éthiopie, c'est infernal. Et tous les jours, c'est résultat avec des jets de pierre, entre 3 et 5 jets de pierre par jour, d'accord. voire plus des fois, des coups de bâton. Alors, en fait, l'Éthiopie, c'est le deuxième pays après le Nigeria le plus peuplé d'Afrique. Mhm. Et c'est vraiment, alors là, j'ai vraiment vérifié ça. Il y a aucun endroit où on peut se retrouver seul. Ben, pour dire, hein, j'ai pas campé une seule fois en Éthiopie. C'est impossible. D'accord. Parce que si je campais, je mettais ma tente quelque part. C'était sûr, même s'il y avait personne à un moment où je mettais ma tente, 2 minutes après, j'allais avoir une personne qui allait arriver, suivie d'une deuxième personne, et retrouver avec 20 ou 30 personnes autour de moi, quoi. D'accord. Et donc, c'était vraiment compliqué. Et c'est là ou sinon, c'est là que j'ai commencé à trouver les missions catholiques qui Mhm. m'ont sauvé. Du coup, je pouvais dormir là-bas, j'étais tranquille. Ou sinon, quand il y avait pas, je dormais. Bon, j'ai dormi une fois avec la police aussi. J'ai dormi euh, où j'allais directement dans les fermes et demandais. Je préférais au moins choisir, savoir que j'allais être entouré de personnes, mais choisir la famille. D'accord. Et en fait, cette famille souvent me protégeait des autres et je pouvais dormir dans leur ferme. Et au moins, j'avais 5 personnes autour de moi, mais j'en avais pas 100, quoi. D'accord. Mais du coup, tu as senti un vrai risque du coup pour ta personne quand tu avais justement ces jets de pierre, etc. Ou enfin. Non, et en plus, ils sont très peureux. C'est juste que quand t'es sur ton vélo, ils te jettent, mais dès que tu t'arrêtes, après ils partent en courant. C'est juste la grande gueule. C'est un pays qui est très fier parce que les Italiens qui ont essayé de le coloniser, le pays n'a pas vraiment échoué. Au bout de Mhm. 5 ans, ils sont partis. Et du coup, ils sont très fiers de ça. Donc ils aiment pas vraiment les blancs là-bas. Mais en même temps, c'est un pays très très pauvre et qui est très très pauvre. Du coup, toute la journée, c'est un mix entre casse-toi et au même moment, donne-moi de l'argent. Toute la D'accord. journée, on me demande de l'argent. Et en fait, en général, on me jette des pierres parce que je refuse de donner de l'argent. Partout, c'est toute la journée, c'est give me money, toute la journée. Voilà. C'est ce que j'avais lu aussi sur d'autres expériences d'autres voyageurs quoi. Mais après, j'ai rencontré des backpackers qui sont allés là-bas, ou même d'autres voyageurs qui étaient en voiture et puis ils ont adoré le pays. Mais c'est dès qu'il y a un échange monétaire aussi, Mhm. par exemple quand tu fais une visite et qu'ils savent qu'il va y avoir de l'argent à la fin, ils vont être très gentils. Mais quand ils sont pas sûrs qu'il y a de l'argent en échange, Ouais. euh, D'accord. après j'explique. Là, j'explique un peu vite fait, mais j'explique vraiment beaucoup plus sur mon site internet, sur le blog, un Ouais. peu les raisons de tout ça. Et Ouais. puis, On mettra tous les liens du blog, de l'article sur l'Éthiopie, etc. soyez pas dégoûtés avec l'Éthiopie, c'est un pays magnifique au niveau des paysages, c'est Ouais. vraiment magnifique. La culture aussi est belle, mais les gens sont difficiles. Ouais. D'accord. Et tu disais que du coup, tu avais voyagé avec quelqu'un en Égypte. Donc du coup, tu voyages tout seul ou tu voyages avec des compagnons? Comment ça se passe généralement? Alors en fait, je suis parti dans ce projet, je suis parti, on va dire, tout seul. Ce projet, vraiment, je l'ai construit tout seul. Mhm. Mais mais je me suis pas dit que pendant toutes ces années, je vais voyager tout seul. Je sais que que j'allais rencontrer des voyageurs sur la route. Et en fait, c'est ce qui s'est fait beaucoup de fois. Mais cette fois-ci, avec celui-ci qui était avec moi en Égypte, il voyageait depuis la France avec moi. On a voyagé 6 mois ensemble. En fait, je l'avais rencontré un an auparavant. Lui aussi faisait le tour du monde à vélo depuis 2 ans. Ok. Et en fait, je faisais le Tour de France à vélo un an avant que je suis parti pendant un été. Et je l'ai rencontré sur ce trajet-là.
Et on s'est tellement bien entendu qu'on est resté en contact et puis on a décidé de partir ensemble vers l'Afrique. Et on devait voyager en Afrique du Sud ensemble. Mais et c'est ça qui m'a fait donner un peu aussi l'envie d'aller en Afrique. Parce qu'au début, c'était pas dans mes projets. C'est parce que mon ami Marcelo voulait partir en Afrique du Sud et je me suis dit autant le faire à deux, ça sera plus simple. Et en fait, quand on est arrivé en Égypte, il a eu quelques problèmes au niveau des visas et après il a eu un problème au niveau familial et il a dû rentrer en fait pour 6 mois dans son pays. D'accord. Et donc j'étais aux portes de l'Afrique. Vraiment, j'étais aux portes de l'Afrique à la frontière du Soudan et je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je pars tout seul? Puis j'avais le visa en poche et je suis parti. T'y es allé tout seul comme un grand. Ouais, mais j'ai pas regretté. Ouais. Après, j'ai voyagé après ça, j'ai voyagé pendant plus de 2 mois ou 2-3 mois tout seul. Puis après, j'ai rencontré d'autres voyageurs, un ami qui est venu me rejoindre aussi pendant 2 semaines. Puis voilà, je suis jamais tout seul sur la route. Ouais. Ouais. Et du coup, de te retrouver tout seul, comment tu te sentais, le fait d'être sur ton vélo tout seul, sur la route tout seul et d'avancer, je sais pas, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Le contact déjà avec la population, les gens, est est vraiment différente. Parce que quand on est à 2 ou à 3 ou à plus, on n'a pas besoin d'aller toujours vers l'autre. Parce que quand on a envie d'échanger, on a toujours, quand on est avec quelqu'un, notre voyageur, on peut échanger avec son compagnon de voyage. Mais quand on est tout seul, moi j'aime bien être tout seul, j'adore être tout seul et puis être avec moi, échanger avec moi-même sur mon vélo. Voilà, je pense à beaucoup de choses. Mais il y a des fois où j'ai besoin de parler. Du coup, quand on est tout seul, on doit aller vers l'autre. Donc, je rencontre beaucoup plus de personnes quand je suis tout seul que quand je voyage avec quelqu'un d'autre. D'accord. Ok. C'est un truc qu'on retrouve assez souvent, ouais. Ouais, bien sûr, pour le voyageur. Ouais. Mais après, j'adore voyager avec d'autres personnes, mais des fois, 10 jours, ça me suffit. Et même pour l'autre personne, ça suffit aussi. 10-15 jours, et puis si ça fonctionne bien, plus longtemps. Mais c'est bien aussi de changer. D'accord. Tu nous as parlé un petit peu de l'Éthiopie qui était pas forcément génial au niveau humain. Du coup, est-ce que tu aurais, je sais pas, 2-3 souvenirs ou 2-3 moments forts de cette traversée en Afrique, des moments positifs, heureux, enfin des trucs que tu te souviens et que tu as vraiment apprécié? Par exemple, le Soudan, une super belle surprise. Le Ouais. Soudan, c'est vraiment une belle surprise. Ça fait peur à tout le monde le mot Soudan, le pays Soudan. Ça fait même moi avant de partir, ça me faisait peur. Mais en fait, je me suis rendu compte que le Soudan, il y a 2 pays, il y a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Et c'est tout ce qu'on entend en fait, vraiment tout ce qu'on entend en général, et ça vient du Soudan du Sud. Et Soudan du Nord, on est peut-être 90% du pays est très sûr. Les gens sont adorables et sont vraiment tristes de savoir qu'en Europe, on pense que le Soudan est dangereux, alors que les gens sont adorables. Et surtout le peuple du Nord, les Nubiens. Et j'ai jamais dormi une seule nuit. J'ai dormi une seule nuit dans ma tente au Soudan. Ouais. Parce que j'étais en plein désert. Mais sinon, là, tous les soirs, je dormais dans un lit. Ok. Les gens, Ouais, génial. dans un lit, ils ont tous des lits en fait dehors, ils dorment à la belle étoile en D'accord. été. J'ai vraiment toujours eu des lits. Ok. Après un deuxième bon souvenir, après c'était bien plus au sud, comme Ouais. je parlais de la Namibie. Mhm. La Namibie, c'est vraiment les paysages sont magnifiques, l'immensité. Les fois je me retrouvais tout petit, tout seul au milieu du désert, des paysages magnifiques, rien autour de moi, mais c'était waouh, c'était juste magnifique, c'était génial. Ouais. Mais comment tu mangeais au milieu du désert? Parce que tu me disais t'es au milieu de l'immensité, du coup comment tu te ravitailles, tu manges, etc. Alors, quand je suis parti vers vraiment dans le désert, j'ai préparé un peu, j'ai chargé mon vélo de plein de nourriture sèche. Donc, j'avais beaucoup de riz avec moi. D'accord. Après ici, ce qui mange beaucoup en Afrique australe, c'est une sorte de porridge. C'est la poudre de maïs ou poudre de millet qui avec du sucre et puis souvent une saveur.
Et donc je mélangeais ça avec de l'eau et ça me donnait beaucoup d'énergie. Ok. Du muesli ou voilà. Mais ce qui était un peu problématique, c'était au niveau de l'eau, parce que sur le vélo, on est quand même assez limité pour la charge de l'eau. Ouais. Et en fait, euh, il y avait beaucoup de gens sur la route, il y avait beaucoup de touristes à ce moment-là, qui étaient dans des 4x4. Et par chance, j'avais fait un peu le pari. Je savais que ça allait arriver, que j'allais rencontrer des touristes. Et on m'avait dit que de toute façon, si j'étais à court d'eau, parce que j'avais 16 litres d'eau avec moi. Et des fois, j'étais pendant une semaine en même peut-être d'un supermarché à l'autre, c'était d'une épicerie à l'autre, j'étais peut-être pendant 10-15 jours en plein désert. Ok. Donc l'eau, 15 litres d'eau, ça m'aurait pas suffi. Et même si j'avais pris 30 litres d'eau, ça m'aurait pas suffi. Et on m'avait dit de prendre, dès qu'il y avait une voiture qui passait, de prendre une de mes bouteilles vides, de la secouer, et qu'à chaque fois ils allaient s'arrêter. Et c'est ce qui est arrivé. À chaque fois, les gens s'arrêtaient. Et puis ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, en plein milieu du désert? C'était fou. Du coup, en majorité, c'était des touristes en 4x4. Ouais. Et à chaque fois, ils m'offraient même pas que de l'eau, ils m'offraient de la boisson. Même des fois, à 9h du matin, je me rappelle, une voiture s'arrête et il me dit, tu veux une bière? Je fais, bon, il y a pas d'heure dans le désert pour une bière. Vraiment, tu penses pas du tout. Et puis avec le gars, on a trinqué à 9h du mat, au milieu du désert, à une bière, bien fraîche. Genre, règle générale, les gens me donnaient du coca, du jus d'orange, des biscuits et tout. Donc, pour le soir, j'agrémentais mon riz. Parce que des fois, je mangeais du riz au riz. Ouais. J'imagine. Et du coup, quand les gens, des fois, me donnaient des fruits ou des légumes, alors les fruits, c'était magique, quoi. Après une semaine en plein désert, avoir un fruit bien frais, c'est magique. Ouais. Et tu me disais aussi, avant qu'on commence l'interview, que tu avais au Malawi, donc avant d'aller en Zambie, entre la Tanzanie et la Zambie, c'est ça, hein? Ouais, Le le Malawi. Malawi, ouais. Donc tu me disais que tu avais, ça me fait rigoler, que tu as acheté une pirogue et que tu as mis ton vélo sur la pirogue pour te Ouais. déplacer, non? C'est ça? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus que... Ouais, en fait, je sais pas, l'idée avait germé quand je suis rentré en Tanzanie. Ouais. Et j'ai vu sur la carte ce grand lac du Malawi qui est... le Malawi, c'est pas très connu, mais il longe en fait un lac de 500 km de long, 80 km de large en général. Et je sais pas, j'avais vu des photos avec des pêcheurs qui étaient en pirogue dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça serait cool de m'acheter une pirogue là-bas et puis de descendre le lac. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je venais de faire, on va dire, traverser la moitié de mon trajet africain à vélo et j'avais envie de changer un petit peu. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire que du vélo. D'accord. Donc je suis arrivé là-bas mais ça m'a pris 2 jours. J'ai trouvé une pirogue. Ils appellent ça le boiteau là-bas. Et c'est fait vraiment d'un seul morceau de bois. Hein. Ouais. C'est l'arbre est coupé et creusé dedans et ça fait une pirogue. Donc, j'en ai trouvé une de seconde main ou peut-être troisième main. Et t'as acheté ça un peu vieille. T'as acheté ça combien? J'ai acheté ça vaut cher pour eux là-bas, mais pour nous c'est rien quoi, c'est 15 $. D'accord, ok. J'ai négocié parce qu'au début ils voulaient me faire le prix du blanc. Ouais. Donc j'étais plus à 50-100 $ au début. Et pour eux c'est vraiment même 15 $. Hein. Avec 15 $ ils peuvent survivre des semaines. Ouais. Donc j'ai acheté ça donc pour 15 $, donc ça fait un peu comme peut-être 13 euros. Et puis après j'avais un pêcheur qui était avec moi, je me suis fait un ami là-bas qui m'a aidé déjà aussi pour négocier, pour trouver le bon prix. Et puis après j'ai mis 2 planches à l'avant, et j'ai accroché mon vélo et j'ai mis tous mes bagages dedans. Et alors l'idée, c'était pas de descendre les 500 km du lac, mais au moins faire jusqu'à la moitié. Ouais. Mais en fait très vite, je me suis rendu compte que c'était assez difficile. Parce que j'étais dans une saison un peu compliquée. Là, c'est dans la saison des pluies, où tous les jours, au début d'après-midi, il y avait le vent qui arrivait des montagnes sur la droite et qui me poussait en fait sur la gauche vers l'est.
vers le milieu du lac, donc 80 km quand même jusqu'à la Tanzanie ou le Mozambique. Ok. Et donc, comme je disais, ouais, me retrouve à 40 km en plein milieu du lac. Ça a beau être un lac, mais avec une tempête, ça fait quand même des vagues sur une pirogue bien instable. Ouais, elle est J'avais pas, pas elle, trop elle est pas envie. très grande ta pirogue en plus. Ouais, elle est pas très grande et c'est pas stable, hein. Faut vraiment, c'est pas stable. C'est vraiment une habitude à apprendre. Donc j'ai eu ça et puis j'ai aussi, j'ai eu un mal à l'épaule qui est revenu. Je m'étais fait mal à l'épaule quelques mois auparavant. Ok. Et c'était revenu. Et donc je me suis dit au lieu de foncer tête baissée, vaut mieux peut-être que j'arrête. Donc après quelques jours, j'ai arrêté et puis j'ai revendu la pirogue. Ouais. Bon, j'ai pas gagné, j'ai pas fait du business, mais je l'ai revendu à un pêcheur qui en avait besoin. Ok. Et puis j'ai repris mon vélo. Et puis après, j'étais pas déçu parce que l'intérieur du Malawi est magnifique aussi. Ouais. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ressemble l'embarcation de Gauthier, on mettrait une photo sur le blog et vous verrez ça. C'est assez drôle à voir avec son vélo sur le lac. J'avais juste quelques questions pratiques en fait sur ce voyage-là. La première question, c'est que tout le monde a se demandé au niveau du financement et du budget. Avant de partir pour ce tour du monde, du coup, t'avais des économies ou t'es parti, enfin... Ouais, j'ai travaillé. Bah quand en fait, j'ai fait un BTS en alternance. Du coup, je gagnais pas beaucoup, mais ça m'a permis tous les mois de mettre un peu d'argent de côté en Mhm. travaillant. Et après, j'ai travaillé. Après, quand j'ai fini mes études, ben, j'étais à Paris pour faire ça. Je suis revenu chez mes parents pendant 8 mois avant de partir. Et j'ai trouvé un travail là en tant que mécanicien vélo. Ok. Et ça m'a permis de faire vraiment des économies parce que j'avais pas de loyer à payer. Et Mhm. puis un salaire français, ça fait bon, c'est beaucoup, ce sont des euros et mettre 1000 euros chaque mois, ça aide bien. Ouais. Et puis voyager à vélo. Donc mon budget vélo, c'est vraiment pas cher du tout. Après, je suis peut-être un peu route, j'aime bien ne pas beaucoup dépenser d'argent. Ouais. En fait, je sais pas, j'arrive pas à dépenser de l'argent, donc je sais pas comment dépenser de l'argent. Donc je préfère ne pas en dépenser. Et j'avais regardé un peu mes dépenses que j'ai fait en un an. Mhm. Comme en un an de vélo, j'ai dépensé comme 1000 euros peut-être, en comprenant la nourriture et les visas. Donc c'est Donc, vraiment rien. 1000 € en un an, tout compris. Ouais, ouais, vraiment tout compris. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas Ok. vraiment, mais en moyenne 1000 euros. Ouais, Ouais, donc ce qui est pas énorme. c'est pas énorme. Et puis, et comme je disais au début, j'ai travaillé aussi au Botswana là pendant 3 mois Oui. et ça m'a en tant que un traducteur en safari et ça m'a permis de mettre 3000 euros de 3000 euros de côté. Ouais, donc c'est ce qu'on disait avant l'interview, du coup, que là t'étais en Afrique du Sud, mais du coup, tu viens de passer 3 mois au Botswana pour travailler en tant que Ouais, traducteur sur des safaris. ouais, Ouais. j'ai travaillé donc 3 mois en tant que traducteur en safari. Et puis, alors le salaire n'est pas génial, mais euh, après, ce qui fonctionne bien, sont les tips, donc les pourboires. Donc Ouais. ça met vraiment du beurre dans les épinards. Puis là, maintenant, je peux continuer mon voyage sereinement, même si j'avais toujours de l'argent de côté avec moi. Parce Ouais. que avoir dépensé que 1000 euros en un an, ça m'a pas, Ouais. ça a pas fait un gros trou dans mon budget. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça va. Est-ce que ton budget initial, si tu peux le dire, il était de combien avant de partir? Alors, j'ai fait un budget pour 3 à 5 ans D'accord. et j'ai réussi à mettre beaucoup d'argent de côté parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai envie de revenir de mon voyage avec de l'argent en poche. J'ai pas Ouais. envie de revenir fauché. Parce que Ok. souvent, les personnes quand ils reviennent d'un long voyage comme ça, c'est un peu dur parce qu'ils reviennent fauchés Ouais. et moi, j'ai pas envie. Donc, j'ai réussi à mettre un peu plus de 15 000 euros de côté. Ok. J'avais, comme je crois, je suis parti, j'avais 15 000 euros. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant j'ai plus d'argent que T'as quand je plus suis d'argent. parti. C'est dingue. J'ai peut-être maintenant avec moi, j'ai 17 ou 18 000 euros peut-être avec moi. Et voilà, j'ai plus d'argent que quand je suis parti. Ouais. Donc
ce qui est vraiment bizarre, c'est de dire aux gens que ça me coûte moins cher de voyager que de vivre en France. Ouais. Ouais, voilà. C'est bien, hein, tant mieux pour toi. Hein, je veux dire, tu vas pouvoir continuer à voyager pendant quelques années encore. Ouais, ouais. Tu parlais de visa du coup. En Afrique, c'est pour chaque pays, il faut faire des demandes de visa enfin si oui, enfin comment ça se passe et combien ça coûte pour avoir des visas. Alors l'Afrique, c'est vraiment, c'est pas cher pour vivre, mais c'est cher au niveau des visas. Ouais. Les visas dans chaque pays, en général, c'était $50 le visa. Ok. 50 dollars le visa par pays. C'est même monté jusqu'à $100 au Malawi. Là, Ok. Waouh. ça m'a fait mal. Ouais. Mais j'avais vraiment envie de partir au Malawi. Du coup, enfin, c'était une période après Noël. Du coup, c'était un peu un cadeau de Noël Ok. et d'y aller. Et alors pour l'obtention des visas, j'ai pas du tout eu besoin de les faire en France. Je les ai fait, je les ai fait sur place. Mhm. Ça veut dire que, par exemple, quand je voulais avoir le visa du Soudan, je l'ai fait à Aswan, dans le sud de l'Égypte. D'accord. Ils ont une ambassade, l'ambassade du Soudan là-bas, et je l'ai fait directement là-bas. Ça m'a pris 2-3 jours pour l'obtenir. Et puis après, sinon, c'était à chaque fois, c'était comme ça. C'était soit je faisais quand il y en avait besoin dans la capitale du pays avant. On a la chance d'avoir un passeport français. J'ai la chance d'avoir un passeport français, donc c'est vraiment facile d'obtenir les visas comme ça. Ou sinon, il y a aussi, c'est directement à la frontière, Mhm. comme par exemple la Tanzanie. D'accord. Voilà. Et sinon, ici, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana, il n'y a pas de visa. On arrive D'accord. à la frontière et puis ils vous donnent 90 jours directement. Ah bah c'est cool. Et puis là, j'ai réussi à avoir 2 fois 90 jours pour l'Afrique du Sud. Ok. Bon. Sympa. C'est- Et et du coup, tu travailles, enfin tu mets combien de kilos sur ton vélo parce que donc t'es parti avec ton vélo et au niveau de ton équipement, t'es parti avec quoi, combien de kilos, comment ça fonctionne? Alors en fait, euh, Euh, ça change toujours au niveau des kilos parce que quand j'ai besoin d'eau, ben un litre d'eau c'est 1 kilo de plus Ouais. et la nourriture aussi ça rajoute. Donc des fois en Europe j'avais juste besoin d'1 litre d'eau juste sur le vélo et je trouve tout le temps de l'eau. La Mhm. nourriture aussi tous les jours j'en trouvais. Donc ça change quand même, ça peut changer. Quand j'avais besoin de 15 litres d'eau, ça me faisait 15 kilos de plus sur le vélo. Ouais. Mais sinon, au niveau bagage, quand je suis parti, j'avais calculé, j'étais à 25 kilos de bagage, D'accord. ce qui est franchement pour un voyageur à vélo autour du monde vraiment très léger, D'accord. parce que d'autres voyageurs que j'ai rencontrés, c'est vraiment 50 kilos des fois, même voire 60 kilos. D'accord. Mais pourquoi autant de choses du coup? Enfin. Pourquoi autant de choses? C'est parce que euh, après moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir les choses les plus compactes possibles. Ouais. Pareil pour une tente, j'ai pas pris une tente 2 ou 3 places, j'ai pris vraiment une tente 1 place. Mhm. L'événement, j'ai besoin juste de 2 caleçons. J'ai pas besoin de 5 caleçons. Ok. Quand j'en utilise un, l'autre je le nettoie et je le laisse sécher sur le vélo. Et, voilà, après, je sais pas, des t-shirts. Bon, j'en ai accumulé un peu, mais j'étais parti avec juste 2 t-shirts. Donc le poids Euh, c'est quoi du coup? Ça va être peut-être un réchaud, la tente, parce que du coup 25 kilos ça représente. C'est quoi tes gros objets que t'as avec toi ou... ouais, on va dire la tente, l'événement, parce que je trimballe aussi les vêtements pour l'hiver, D'accord. comme l'été. Après le sac de couchage, Mhm. le matelas, tout ça. Sinon, ouais, tout ce qui est matériel pour la cuisine, la popote, le réchaud. Qu'est-ce que j'ai sinon aussi j'ai une trousse à pharmacie qui prend malheureusement un peu de place. Parce que Ouais. les gens sur la route, sur la route, il y a tellement de gens qui me donnent plein de choses. À chaque fois, tout le monde veut m'offrir des médicaments. Donc, D'accord. au bout d'un moment, au bout d'un moment, j'ai quand même arrêté, j'ai refusé. Ok. Et puis sinon, j'ai un ordi aussi qui prend de la place, Ouais. qui est assez fin. Mais au début, je faisais de la vidéo. J'avais commencé à faire des vidéos. Mhm. Et donc j'avais acheté un ordi assez performant pour pas qu'il bug en Ouais. faisant de la vidéo. Mais très vite, en fait, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de place, que c'était contraignant aussi parce que des fois, dans des endroits où j'avais pas envie de filmer, Ouais. fallait filmer quoi Ouais. pour faire un bon moment.
Et puis c'est surtout que j'ai cassé 2 fois mon ordinateur, le disque dur sur le vélo. Les ordinateurs, ils aiment pas trop les vibrations. Ok. Et donc ça m'a rajouté plein de contraintes. Donc T'as arrêté. j'ai arrêté. Donc, j'ai revendu une caméra que j'avais. Et puis là, même mon ordi, je pense le changer parce qu'il prend un peu de place. Ok. Même s'il est très fin. Ça marche. Est-ce que t'aurais, pour des gens qui veulent justement partir en vélo en Afrique, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour que ils fassent pas les erreurs que tu as faites ou des retours d'expérience que tu as à leur donner? Alors, déjà, c'est beaucoup plus simple de traverser l'Afrique par l'Afrique de l'Est. Ok. Parce que l'Afrique de l'Ouest, il y a plus de conflits et même au niveau des visas, c'est super dur d'obtenir les visas des fois. Mhm. Même si l'Ouest est beaucoup plus francophone que l'Est, c'est plus anglophone l'Est, mais c'est beaucoup plus simple. Après, que tous les voyageurs à vélo disent si vous pouvez éviter l'Éthiopie, évitez l'Éthiopie. Ok. Mais le problème c'est que après il faut passer par d'autres pays comme le Soudan du Sud et ça craint vraiment. Ouais. Et là faut pas passer. J'ai un ami qui a failli laisser sa peau là-bas, donc passer plutôt par l'Éthiopie, même Ok. si c'est un peu dur. Puis faut savoir prendre son temps et puis surtout de pas rester sur les routes. En Afrique, si vous voulez traverser l'Afrique à vélo, ne restez pas sur les routes principales. Essayez vraiment d'aller faire sur les pistes, sortir des sentiers battus. C'est là où on rencontre vraiment l'Afrique. Ouais. Et sur les routes principales, c'est pas intéressant du tout. Même D'accord. si c'est beaucoup plus simple, si le goudron est parfois très très bon. Mais sortir des sentiers battus et savoir vraiment prendre son temps au rythme africain. D'accord. Ok. Et donc tu me disais que tu avais un blog sur lequel tu racontais un peu toutes tes histoires, hein. C'est ça. Ouais, que j'essaye de raconter parce que comme j'ai cassé 2 fois mon ordinateur, j'ai eu beaucoup de retard. Donc mon dernier article, c'était sur la Tanzanie qui remonte à janvier dernier. Ouais. Et puis là, j'essaie de rattraper mon retard, mais j'ai beaucoup de choses à faire ces temps-ci. Entre autres, le voilier que je prépare pour la traversée de l'Atlantique. Et alors j'essaie d'écrire des récits vraiment pas sur ce que je vois sur mon passage. J'essaie d'écrire aussi ce que je ressens et puis un peu et puis donner des conseils aussi. Voilà. Ouais. J'essaie d'écrire. Du coup, le nom de ton blog pour ceux qui sont intéressés? C'est un vagabond en roue libre. Alors le plus simple, c'est juste d'écrire vagabond roue libre sur Google, c'est Ouais. le premier. Et vagabond roue libre sur Facebook aussi, j'ai une page où on peut me suivre, où je donne pas beaucoup de nouvelles, parce que j'aime bien en fait. J'explique pourquoi je donne pas beaucoup de nouvelles, même si je pourrais en donner plus souvent. C'est que j'ai envie de garder un peu ma liberté aussi de voyageur. Ouais. Et que maintenant je vois beaucoup de voyageurs qui sont très très connectés, qui sont connectés tous les jours ou tous les 2-3 jours et ça enlève un peu de liberté, ça nous déconnecte un petit peu aussi de la réalité où on est. Donc j'aime bien un peu me déconnecter, ne pas donner trop de nouvelles. D'accord. Par-ci par-là. Voilà. Ok. C'est cool, ça te permet probablement de profiter un petit peu plus, quoi. Et puis pour pas inquiéter tout le monde, parce qu'en fait les gens quand ils donnent les autres voyageurs qui donnent beaucoup de nouvelles, dès qu'ils en donnent plus, et ben du coup tout le monde s'inquiète. Ah. Comme ça, les gens s'inquiètent beaucoup moins et Ouais. et c'est plus simple. Ah, c'est pas une mauvaise stratégie. C'est vrai que des fois, je me mère qui me dit, mais t'as pas mis de photos sur Facebook, là, tout va bien? Je fais, ouais, tout va bien. Ok, impeccable. Si t'avais un mot de la fin ou quelque chose à rajouter, sur tout ce trajet, ce voyage en Afrique, si t'as quelque chose à dire, ce serait quoi? De pas hésiter, de prendre votre vélo, même que ce soit en Afrique ou nulle part ailleurs. Ouais. Vraiment même faire partir en France. Ce voyage à vélo, c'est génial. Les gens vous accueillent super bien, même vraiment en France. J'ai déjà voyagé plusieurs fois en France à vélo et les gens sont super accueillants. Et prenez votre vélo ou achetez-en un et partez même 1 ou 2 jours. Vous verrez, c'est génial. Ouais. Ok. Gauthier, je te remercie beaucoup de ton temps. Après, Et puis du coup, bon voyage, parce que là tu pars sur le bateau dans quelques semaines direction le Brésil, là, hein, c'est ça, hein? direction le Brésil, 5 semaines de traversée comme ça. Ça va être une nouvelle aventure, un petit peu différente, Ouais. mais ça devrait être sympa. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, allez à bientôt. À bientôt. Ciao.
Et voilà, l'interview avec Gauthier est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré passer un petit peu de temps avec lui et parler de son voyage en Afrique et toutes ces aventures qu'il a vécues, quoi. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que maintenant il va en Amérique du Sud. Donc voilà, merci beaucoup à toi Gauthier de m'avoir accordé du temps. Alors je sais que t'étais pas mal occupé en Afrique du Sud. Et puis merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté encore une fois cette interview du podcast de Traverser la frontière. On se retrouve très vite pour une interview qui sera encore du voyage, je crois. Donc voilà, à la prochaine, ciao.